Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Helium, Gamned et Smile Wanted, avec pour partenaires médias AdTech News, Redcard et le Data Festival. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le secteur food en programmatique, état des lieux. Le secteur de l'alimentation est un des plus gros investisseurs médias en France, notamment en télévision. Avec l'avènement du programmatique sur tout type de format, les opportunités sont nombreuses pour accroître la présence du secteur au sein de l'univers programmatique. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur food dans l'écosystème programmatique ? Comment la data est exploitée par le secteur food dans le domaine programmatique ? Quels sont les critères de performance pour le secteur food dans l'univers programmatique ? Pour en discuter, Laurence Milot de Groupe M, Guylain Lefebvre d'Oracle, Simon Tanguy de Gamned et Lisiani de Foodlab. Bienvenue à The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un secteur d'activité en particulier, le secteur food, traduction alimentation, mais on va prendre un peu le terme qui est consacré dans notre univers publicitaire. Et l'idée, c'est de comprendre comment ce secteur, le food, se comporte ou s'est attribué ou s'est adapté au programmatique. Et la première question, c'est existe-t-il des caractéristiques propres au secteur food dans l'écosystème programmatique ? Laurence ? La première, c'est selon moi le fait que ce secteur n'a pas de relation directe avec ses consommateurs, puisque la relation se fait via le retailer. Donc peu de data. Alors il y a pas mal d'initiatives qui ont été menées pour tenter d'avoir effectivement cette relation de proximité avec le consommateur, avec, on se souvient des opérations de prénom de Coca-Cola par exemple. Certains FMCJ se sont équipés avec une DMP pour essayer de collecter cette data, etc., avec des résultats plus ou moins mitigés. Et ça va plutôt se tourner maintenant vers des nouveaux modes de distribution et des cartes de fidélité plutôt dématérialisées pour pouvoir regagner ce lien direct avec le consommateur, puisque la data, évidemment, est au cœur. Simon, merci Laurence. Alors, je pense que dans le secteur, il faut aussi différencier les types d'activités, parce qu'effectivement, il y a tous les grands Procter & Gamble, etc. Mais il y a aussi toute la food tech, ou aussi tous les acteurs qui se positionnent plus sur la livraison, ou tous ces côtés un petit peu serviciels. Et donc, ces annonceurs-là n'ont pas forcément les mêmes problématiques et n'ont pas le même rapport non plus avec le programmatique. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce secteur d'activité, en tout cas le food, sur le programmatique, on peut aller exploiter l'ensemble des ciblages qui sont disponibles sur le programmatique avec pertinence. Il est évident, et je reprends des basiques, mais que le programmatique permet d'aller diffuser à un horaire plus précis qu'à un autre, par exemple, ou sur une géolocalisation plus précise. C'est clairement ces ciblages basiques du programmatique qui vont être pertinents, particulièrement sur ce secteur. Élie. Alors personnellement, je pense que c'est un secteur qui aujourd'hui est en pleine révolution. Comme tu le disais bien, Laurence, il y a une rupture à l'œuvre entre environnement de communication digitale et environnement de vente en magasin. Et forcément, cette rupture a toujours posé des gros problèmes aux marques de l'agroalimentaire. Le fait est qu'aujourd'hui, on est en train de lever cette rupture et de faire de plus en plus le lien entre comportement d'achat en magasin et consommation de contenu sur Internet, notamment via des pratiques de digitalisation de la donnée qui permettent donc d'abord de retrouver des internautes en fonction de ce qu'ils ont acheté en magasin, en passant par la carte de fidélité qui est de plus en plus répandue chez les distributeurs, et aussi de boucler la boucle, entre guillemets, en allant constater les différences de comportement générées après exposition à la campagne publicitaire, à partir justement de ces données digitalisées. Donc c'est vraiment un secteur qui est en pleine révolution et qui repose donc sur ces nouvelles techniques qui permettent de enfin faire le lien entre la communication digitale et ce qui se passe en magasin. Alors justement, puisque tu parles de révolution technique, en tant que représentant d'Oracle, toi, ton observation que tu peux faire en tant que technologie sur ce secteur food,
quel est-il? C'est quoi? Quelle est-elle? C'est vrai que je vais rejoindre pas mal ce que vient de dire Elie. Et c'est vrai qu'on voit aux États-Unis qu'il y a un marché qui est assez spécifique parce qu'ils ont effectivement embrassé pas mal de pratiques qu'on n'a pas encore complètement vu apparaître en Europe. Mais en particulier le fait d'avoir digitalisé de manière assez massive les données offline et de pouvoir effectivement les rendre disponibles sur le online, ça rend effectivement les pratiques et le fait qu'ils ont embrassé comme le digital de manière très massive et d'avoir pu effectivement mettre en place des dispositifs innovants. Effectivement, les vraies différences aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus industrialisé, le fait de pouvoir digitaliser ces données offline et qui pose aujourd'hui sur le marché européen en particulier à l'aune du GDPR ou autre, certaines contraintes qu'on ne va pas pouvoir effectivement observer exactement de la même manière. Si je peux me permettre, en fait, vous parlez de données offline digitalisées, mais on parle de données de retailers. Oui. On ne parle pas de données annonceurs, c'est-à-dire qu'un Unilever, un Mondelez, un Mars, un Danone, un Procter n'ont toujours pas accès à ces données. Elles sont commercialisées par un Carrefour, par un Tesco, etc., Casino, enfin tous ces retailers, tous ces groupes-là, mais l'annonceur en tant que tel, lui, sa relation avec le consommateur, il ne l'a toujours pas. Non, ouais, complètement. Après, il y a des petites initiatives, qui se lancent là-dessus, mais c'est vrai qu'en termes de volume de données collectées, ça reste epsilonesque par rapport au volume en effet à disposition chez les grands distributeurs. Et c'est pour ça que en fait, la collaboration, elle est quasiment nécessaire sur le marché si les marques veulent passer à l'échelle sur ce modèle justement d'achat, pas forcément plus intelligent, mais en tout cas plus intégré entre Internet et les magasins. Mais on voit quand même de plus en plus de partenariats entre les industriels et les distributeurs qui ont eu vraiment un intérêt à pouvoir effectivement partager leurs données et de pouvoir monter effectivement après beaucoup qu'est-ce que effectivement l'efficacité de nos investissements digitaux sur le offline. Il y a effectivement une nécessité de fait de pouvoir partager les données et on voit quand même effectivement les pratiques évoluer. Et Alors c'est intéressant votre échange parce que ça me permet une transition sur la prochaine question, notamment sur l'exploitation de la data. Comment la data est exploitée par le secteur food dans le domaine programmatique, sur la base notamment de ton observation sur le fait que cette data elle est principalement issue du monde des retailers. Mais comment, opérationnellement, dans le domaine programmatique, pour un annonceur food, vous exploitez la data, en gros, comment ça se passe? Qui veut répondre? Si je rebondis un peu sur ces échanges-là, en fait, il y a aussi un système organisationnel chez l'annonceur qui est très différent, qui rend la chose complexe. C'est-à-dire que toute la relation avec les distributeurs se fait par des équipes trade, alors que la communication annonceur se fait évidemment par les équipes de communication, marketing, médias, digital, etc. Les deux, globalement, aujourd'hui, se parlent peu. Donc il faudrait déjà calcer ce silo chez l'annonceur et chez les distributeurs pour qu'effectivement il y ait une vraie remise à niveau et une remise à plat des échanges commerciaux et médias sur la même base dans lequel on pourrait réintégrer la data. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Peut-être qu'un Amazon va réussir à casser ces silos-là, mais quand on parle des grands distributeurs, c'est encore très, très, très limité. Donc aujourd'hui, sur la data qu'on utilise côté annonceur pour communiquer en digital et en programmatique en particulier, c'est ce que tu évoquais, c'est-à-dire effectivement, si je fais la promo de gâteau apéritif, je ne vais pas le faire le lundi soir à 15h, je vais plutôt le faire à partir du jeudi 17h30, 18h. Donc il y a des ciblages horaires qui peuvent avoir lieu, il y a les ciblages météo, il y a beaucoup de produits qui sont conditionnés avec la météo, donc ça peut être des boissons, alcoolisées ou non, de l'eau fruitée par exemple, ça peut être évidemment les glaces, les soupes, donc tout ça on conditionne avec des critères météo, il fait beau, il fait froid, il pleut. Quand on rajoute aussi des critères de ciblage, on voit que les intentions des ciblages de ville, on voit que les intentions d'achat et la préférence de marque est augmentée. Donc là, on rentre aussi sur du ciblage lié à de la créa affinitaire. Mais la grande tendance, qui date d'il y a 1 an et demi, mais qui s'accélère fortement sur ces annonceurs-là, ce qu'on constate chez nous sur nos annonceurs, c'est ce qu'on appelle le precision marketing ou le personalization at scale, c'est-à-dire recréer des personas, des sortes de sociotypes, pour sortir du modèle sociodémo. On reçoit de moins en moins de briefs et on travaille avec les annonceurs là-dessus pour arrêter de cibler la responsable ou les responsables des achats, pour ne pas être trop sexiste, et arrêter de cibler la ménagère de moins de 50 ou les femmes de 15-25 ou les ados quand on parle de soda, etc., pour aller plus sur des sociotypes, donc sur des comportements qui prennent en considération à la fois le sociodémo, le surf, le centre d'intérêt, des modes de vie.
Et on arrive du coup sur des profils type eco-conscious, natural seeker, fast food lover, ce genre de choses, qu'on va recréer ensuite dans les DSP par rapport à la data qui est disponible, notamment via Oracle, mais également via la data qui est disponible dans les DSP ou des partenaires maintenant qui sont très spécialisés sur le food, comme des Relevancy, pour ne citer que pour le moment. Et il y a également Kantar pour parler corporate. Les messages sont passés. Simon, ton avis? Oui, je pense que... Sur l'exploitation donc, de cette data dans le domaine programmatique par le secteur food. En tout cas, tout ce qu'il vient de dire est vrai, dans la quasi-globalité en tout cas. Non, dans la globalité. Alors, encore une fois, il y a tous les acteurs effectivement du food qui utilisent ces retailers pour vendre leurs produits. Il y a aussi tous ces acteurs pure players, et il y en a de plus en plus aujourd'hui, qui sont plus là aussi pour vendre du service autour du food. Et ces acteurs-là ont plus de facilité à exploiter leurs données first party. Tu penses notamment à qui? Je pense à tous les Deliveroo notamment, ou même à des sushi shops qui vendent énormément en ligne. Pour la livraison derrière. Tous ces acteurs-là ont la possibilité d'exploiter leurs données first party encore plus et comprennent encore mieux le comportement de leurs consommateurs. Donc c'est cette donnée-là qui peut avoir énormément d'importance pour eux. Quelle est la vision de Food Lab, justement? Alors, je serais peut-être un peu plus nuancé par rapport à ce qui a été dit plus tôt. La donnée de navigation et d'appétence culinaire, en gros, qu'on peut collecter sur Internet, elle a un intérêt, elle est pertinente. Nous, pour le coup, chez Food Lab, on mise vraiment sur le croisement, en fait, la combinaison de ces données-là et d'une donnée de vente en magasin qui permet d'enrichir grandement en fait, les dispositifs, surtout qu'aujourd'hui, elle est rendue disponible en fait, par des outils du marché. On travaille par exemple avec donc, un partenaire qui s'appelle LiveRamp, qui nous permet donc, de digitaliser, donc d'associer des cookies à des données CRM de Carrefour et de le faire vraiment à l'échelle. On récupère entre 10 et 15 millions de cookies qu'on peut donc aller cibler sur Internet. Tout ça pour dire que, si on prend ton exemple où je sais pas, on a envie d'atteindre les personnes qui aiment le bio, donc on peut le faire en analysant plein de signaux disponibles sur Internet via notamment leur navigation, mais on peut croiser ça avec le fait que ces gens achètent du bio. Et quand on se dit qu'aujourd'hui, on a à peu près 5 millions de personnes chez Carrefour qui achètent régulièrement des produits bio, bah, c'est d'autant plus intéressant de les intégrer à la stratégie de ciblage. Donc c'est complémentaire en fait, pour moi, ces deux sources de données, digitales et magasins, au moment de construire des stratégies de ciblage intéressantes pour ces marques-là. Guilain, ta vision d'un point de vue technologique? Oui, enfin, je suis bien sûr assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que Laurence a très bien résumé effectivement aujourd'hui le sujet. Il y a encore un peu, je pense, un réflexe de cibler des données socio-démo, mais je pense qu'on se rend compte que c'est sans doute pas suffisant. C'est vrai qu'Oracle aux États-Unis, ils ont une solution qui s'appelle Datalogics, qui effectivement a digitalisé la totalité une grande partie des données magasins, qui a permis d'identifier que souvent les données socio-démo n'étaient pas suffisantes pour pouvoir vraiment toucher la cible de tel ou tel produit ou marque, et d'aller de manière beaucoup plus fine sur effectivement ce que Laurence expliquait sur les données psychographiques qui commencent à essayer de donner des segments effectivement sur des socio-styles des années 80. Voilà, exactement, sur des styles de vie, mais qui sont des attributs forts pour pouvoir faire des campagnes plus ciblées, plus efficaces. Alors justement, puisqu'on parle de socio-style, de style de vie, etc., j'ai envie de parler de quelque chose de difficilement quantifiable, c'est-à-dire d'émotion. Je m'explique. Le secteur food a pour habitude de renforcer l'image de marque, en tout cas les annonceurs ont pour habitude de renforcer leur image de marque, notamment en jouant sur les émotions. Et comment est-ce adaptable dans le domaine programmatique, Laurence? Nous, l'émotion en tant que telle pour nos annonceurs, c'est vrai que la plupart du temps on fait de la promotion de produits, de marques. Après, évidemment, dans la créa peut se jouer l'émotion, mais ma perception, c'est qu'aujourd'hui l'émotion elle est plutôt jouée par les retailers. Donc par les distributeurs, quand on voit les campagnes Monoprix, Intermarché, Carrefour, globalement ils se sont tous mis à la rentrée là, et c'est plus eux qui essayent d'attirer la préférence de marque, puisque globalement ils ont plus ou moins tous les mêmes prix, pour faire venir chez eux. Côté annonceur, on ne va pas forcément jouer sur l'émotion, on va plutôt jouer sur ce côté éco-responsable,
Donc soit sur la les valeurs. composition, voilà, les valeurs, la composition des aliments, le made in France, le packaging, cette conscience responsable, éthique, écologique qui va être communiquée à travers les promotions. Et comment tu le gères programmatiquement, ça, aujourd'hui? Pour l'instant, je n'ai pas eu cette problématique. D'accord. Je ne le gère pas. Simon. Merci, Laurence. J'ai envie de dire, ça se gère aussi bien en programmatique que ça peut se gérer, on va dire, historiquement dans les médias. Donc, à mon avis, pas de spécificité, en tout cas, sur ce point-là, sur l'aspect programmatique. D'accord. C'est mon point de vue. Élie? Alors, la question des émotions du coup, véhiculées par la créa, je pense que c'est peut-être intéressant de la scinder en deux grandes catégories de produits, en fait. Puisque dans l'alimentaire, on va avoir soit des produits de première nécessité, on va dire, de nécessité tout court, les pâtes, les céréales, les fruits, ce genre de choses, et des produits plus axés sur la gourmandise et le plaisir de manger. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que en fait, il y a plus de sens à adapter la stratégie de communication et donc le message véhiculé par produit. Ça veut dire que si on travaille pour une grande marque de pâtes, on aura peut-être plus intérêt à communiquer de façon un peu plus rationnelle, à mettre en avant les grands bénéfices du produit, son impact positif sur l'environnement, sur la santé, s'adresser peut-être un peu plus au cerveau, alors que si on travaille pour une marque de chocolat, bah là du coup on va s'adresser davantage au cœur, aux émotions, et là on aura peut-être un message qui sera plus axé sur le style de vie, l'envie de se faire plaisir, ce genre de choses. Et après, en effet, comme tu disais Simon, en programmatique, on a toute la souplesse des plateformes d'achat qui nous permet d'ajuster le message en fonction des différentes audiences à laquelle on s'adresse. Les formats aussi peuvent participer à ça. Et ça se gère effectivement très bien en programmatique. Ouais. Ça se gère même mieux, à mon sens. Guylain. Non, effectivement. Merci. Non, je pense qu'effectivement l'émotion c'était un véhicule très important, surtout je pense dans les médias traditionnels, comme on l'a observé il y a maintenant quelques années. Je pense qu'effectivement maintenant c'est quand même très important de véhiculer, d'être une marque responsable et donc de faire attention à pas mal de ces sujets qui tournent autour d'être une marque responsable. Et donc je pense que là le contexte est très très clé pour ces marques-là, et donc je pense que sur le canal programmatique c'est un sujet sur lequel il y a une attention particulière, et on voit que voilà, les grosses marques de l'industrie ont besoin de transparence, de compréhension de comment cela fonctionne pour s'assurer que la marque sera bien perçue par la cible. Exactement. Alors, l'un des plus gros vecteurs d'émotion, c'est quand même la télévision, hein, et le secteur food est justement un grand investisseur publicitaire télé. Alors, avec une forte augmentation de la vidéo justement sur Internet, est-ce qu'on a constaté des migrations de budget TV vers la vidéo programmatique ou vers la TV programmatique? Mais bon, on va dire vidéo au sens large. Laurence, quelle est ton observation? Alors, soyons honnêtes, les budgets télé représentent minimum 2/3 des budgets des annonceurs food. Toujours. Pour certains, c'est 80-90%. Quand les chiffres ne sont pas bons, le réflexe est de couper le digital et de rebasculer en télé. Donc la télé reste toujours le premier média, loin devant, et ça n'a pas basculé par rapport aux moyennes marché où le digital est passé devant la télé. Dans le secteur du foot, ce n'est pas le cas du tout. Maintenant, effectivement, il y a des logiques multiscreen, donc des logiques audiovisuelles qui mixent la vidéo et la télé en tant que support device, qui sont extrêmement fortes. Si on refait le bond avec la data dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi des logiques de cibler en programmatique les petits et moyens consommateurs télé, parce que tout le monde ne regarde plus la télé, et on le voit bien avec les ados notamment. La consommation télé n'est pas du tout celle que pouvaient avoir nous-mêmes ou nos parents par ailleurs. Et donc du coup, il faut bien toucher cette cible-là également sur d'autres canaux. Donc on est plus dans les logiques multiscreen et en se basant sur des panels, à essayer d'aller toucher ces petits moyens consommateurs télé en programmatique. Donc nous, on a monté ce type de produit avec notre panel propriétaire, et on constate effectivement qu'en programmatique, ça nous permet de toucher 3 fois moins cher le coût contact unitaire par rapport à la télé sur cette cible-là. Simon, merci Laurence.
Même constat, effectivement, d'un point de vue macro, en tout cas, on ne peut pas dire que le média télé diminue. Au contraire, c'est même, alors encore une fois, d'un point de vue macro, c'est même avec Internet, le seul média qui continue à faire de la croissance, à moindre mesure, mais malgré tout. Et sur le foot, je pense que c'est encore plus le cas. Il y a une vraie complémentarité à appliquer à la fois des stratégies télé et des stratégies de vidéo en ligne, et notamment pour aller récupérer justement ces non-consommateurs télé, ou en tout cas ceux qui le consomment très très peu. Donc ça, c'est une évidence. Et les données aussi qu'on peut utiliser aujourd'hui nous permettent d'aller scénariser un message, d'aller commencer peut-être une histoire en télévision avec un format plus long, avec quelque chose de très conceptuel, et ensuite continuer l'histoire sur des formats plus courts, sur des répétitions en vidéo en ligne. Donc pour moi, je parlerais plus de complémentarité plutôt que de migration, en tout cas aujourd'hui, des budgets. Merci Simon. Est-ce qu'Elie, toi, quelle est ton observation par rapport justement à cette dichotomie qui n'en est plus une entre la télévision et la vidéo sur le programmatique? Alors, plusieurs choses. Nous, on constate dans les briefs qu'on reçoit et les campagnes qu'on opère pour les marques agroalimentaires que la vidéo occupe aujourd'hui une part prépondérante. Donc forcément, ça traduit l'attrait pour ce format qui maximise en fait l'impact sur la cible. Maintenant, en effet, la télé reste dominante et d'assez loin. Ce que je pense en revanche là-dessus, c'est que c'est amené à changer. Progressivement, certes, mais ça va changer, surtout à un moment où, comme on se le disait tout à l'heure, le programmatique a de plus en plus d'arguments et d'arguments puissants pour équilibrer en fait le rapport de force entre la télévision et les formats digitaux. Le premier de ces arguments, c'est évidemment la capacité à injecter donc, une donnée déterminée, dans le sens où on va pouvoir cibler des personnes en fonction de leur comportement réel en magasin, là où la télé le permettra jamais, et aussi et surtout dans la capacité à générer des enseignements de campagne à partir de cette donnée activée. Par exemple, si on reprend l'exemple d'une grande marque de pâtes, une campagne télé va certes avoir un impact et va faire bouger les lignes en magasin, mais ça va être une opération de grande ampleur sur laquelle il va être difficile d'identifier quels étaient les segments ou les sous-segments de population qui ont le mieux réagi au message publicitaire. Ces réponses-là, on va pouvoir les avoir, on va pouvoir les trouver via une activation programmatique, puisqu'on va pouvoir segmenter la cible, par exemple, en client du produit concerné, du produit qu'on va promouvoir, en fonction des clients de la marque en général, de la catégorie de produits, ou alors des produits croisés comme les plats cuisinés qui peuvent faire écho du coup à des produits comme les pâtes. Et ensuite, on va pouvoir voir quelle sous-catégorie a mieux réagi au message. Et ça, c'est des enseignements qui sont fondamentaux pour une marque au moment même de construire sa stratégie marketing globale et qui va pouvoir être réinjectée dans des campagnes futures. Donc c'est notamment pour ça que je pense que demain, le rapport de force, si on peut parler de rapport de force, sera plus équilibré entre des activations télé et des activations programmatiques. Dernier point, c'est qu'on sait que une cible prioritaire pour ces marques-là, comme les millennials, on va arriver de plus en plus à la toucher via des canaux digitaux et de moins en moins via la télé. Okay, merci Elie. Quelle est ton observation cette fois-ci côté techno? On va plus parler vidéo que télévision, j'imagine, sauf si tu me dis le contraire. Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord, il y a vraiment une complémentarité. On voit que maintenant dans les briefs télé, de toute façon, il y aura une partie vidéo en catch-up, etc. Donc on essaie de moins opposer. Les tendances, effectivement, on voit quand même de déversement des budgets télé vers les budgets digitaux est sans doute moins forte sur le foot que peut-être sur d'autres industries. D'un point de vue techno, c'est vrai que nous, on explore beaucoup les sujets autour de la TV programmatique et de pouvoir toucher ces cibles qui consomment pas la télé de la manière un peu plus traditionnelle, mais plus effectivement sur les différents canaux. Et les différents devices. Donc nous, c'est effectivement ça qu'on regarde en aidant à des mesures toujours un peu plus sophistiquées sur ce qu'on peut faire. Alors justement, puisqu'on parle de mesures, merci pour la transition. Dernier mot, je vous demanderai de me répondre en 2-3 mots. Une question hyper simple. Quels sont les critères de performance pour le secteur food dans l'univers programmatique? En 3 mots. Laurence. Vidéo visible,
vu, sur cible, et je rajouterais entendu. Merci Laurence. Simon. Si on voulait aller un petit peu plus loin et proche des KPI héroïstes, je dirais aller chercher d'augmenter la fréquence d'achat. Merci Simon. Elie? C'est compliqué. Hein. Alors je dirais vente incrémentale en magasin. Bon, c'est un article, ça compte pas. C'est accepté. Et enfin, Guilain? Et ben, je dirais attribution des dispositifs en ligne sur les ventes magasins et meilleure mesure des performances cross-canal. Et donc la complémentarité des médias. 3 phrases. Ben, Madame, Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission et en tout cas, j'espère que ça a éclairé notre auditoire sur l'importance que représente le programmatique pour le secteur food. Merci à vous. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du secteur food au sein de la publicité programmatique. Les 3 points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le secteur food n'a pas migré ses investissements télé sur la vidéo programmatique. La TV reste le média numéro 1 avec 2/3 des investissements plurimédias pour le secteur. Vidéo sur cible, vente, attribution devient le triptyque des indicateurs clés de performance pour le secteur food. Enfin, la data est aujourd'hui principalement entre les mains des distributeurs des produits food. Quid d'une fluidification des informations entre distributeurs et fabricants de produits alimentaires? Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Helium, Smile Wanted et Gamnet pour leur soutien. Sans oublier nos partenaires médias, AdTech News, Redcard et le Data Festival. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.